Salut tout le monde, salut les Madmatiens, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous êtes bien installés. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo bilan 2024. On a vu les flops films hollywoodiens, les flops films français, les flops séries. Un flop qui avait quand même pas mal de séries françaises. Surprenant. Maintenant que j'ai parlé de ce qui s'est fait de pire en 2024, il est temps que je parle de ce qui s'est fait de mieux. Et on va commencer par les séries. Je voulais à la base sortir mon top film 2024 pour aujourd'hui, mais compte tenu de mon emploi du temps très chargé, compte tenu de mon inorganisation totale, compte tenu de mon manque d'organisation, ça sonne mieux là? Je n'ai pas pu tourner la vidéo en temps et en heure, donc elle sortira pour tout début 2025. Il y aura un côté symbolique, en plus sortir le bilan 2024, début 2025, je trouve ça, bon c'est pas plus mal. Donc cette dernière vidéo de 2024 pour cette chaîne, ce sera un top série. Et je vais pas vous mentir, des séries, j'en ai pas vu tant que ça cette année. Et je compte bien rattraper mon erreur pour 2025, je compte regarder plus de séries. Là je suis passé à côté de... Enfin je suis passé à côté de trop de trucs. Je suis passé à côté du Seigneur des Anneaux, je suis passé à côté de House of the Dragon, je suis passé à côté de ça, 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 à côté de ça. C'est juste inexcusable compte tenu de mon activité, donc l'année prochaine je vais essayer de consommer un peu plus de séries pour vous faire des retours, des reviews, tout ça, des analyses. Bien sûr, pour 2025, j'en profite pour vous en parler 2 secondes, j'ai énormément de projets. Déjà, terminer ma vidéo de 10 heures sur Red Dead Redemption 2, ma grosse rétrospective, mais encore une fois, je veux prendre mon temps. Actuellement, c'est vraiment compliqué de concilier vidéo classique que je sors d'habitude, plus la reprise de l'université, plus ma vie personnelle, plus tous les petits à côté, à savoir le sport, le sport en fait, parce que je fais pas grand chose. En fait, à part YouTube, un peu de vie sociale et du sport, je fais pas grand chose. Et j'arrive quand même à être en retard sur les productions, quoi. Ça va être compliqué parce que pour 2025, j'ai des tas et des tas de projets. Bon, déjà, terminer la rétrospective. Et si la rétrospective dure 10 heures, croyez-moi, les heures de travail derrière, c'est juste colossal. Je ne peux même pas compter tellement c'est juste... c'est inquantifiable, tellement je bosse dessus, tellement j'ai déjà bossé dessus pour pas grand-chose. Enfin bref, nous verrons bien, et je précise que je veux faire un truc propre, un truc carré, un truc réfléchi, un truc bien... bien travaillé au niveau de l'écriture. Je veux pas simplement sortir des extraits vidéo sans rien dire derrière, je veux que cette vidéo soit vraiment le chef-d'œuvre de la chaîne. Pour l'arrivée de GTA 6, je compte faire un maximum de let's play, donc faut que j'achète la PS5, faut que j'investisse là-dedans, faut que j'investisse aussi dans du matos pour retranscrire le jeu vidéo en live, parce que oui, je ferai un peu de live, enfin je vais continuer les lives bien sûr comme je fais, mais en jouant aux jeux vidéo, enfin je vais essayer d'interagir au maximum avec les viewers. Je compte continuer quand même 1 ou 2 lives par semaine avec les abonnés pour qu'on continue à interagir ensemble, qu'on puisse discuter. Enfin j'adore cet exercice de répondre aux commentaires, c'est toujours génial, il y a toujours une excellente ambiance et je vous remercierai jamais assez pour ça, pour ceux qui sont présents pendant les lives. Bref, j'ai des tas et des tas de projets, bon je vous embête pas avec ça, mais en tout cas pour 2025, je vais y aller à fond, je vais tâcher bien sûr de préserver un maximum ma santé physique, mentale et tout ce qui va avec, je suis quelqu'un qui a une vie relativement saine à côté. J'aime bien avoir mon quota de sommeil, je n'aime pas me stresser pour rien, donc je vais quand même essayer de faire ça correctement. Nous verrons bien, on verra si j'ai un downgrade avec le temps, si je prends 10 ans dans la gueule en 6 mois, on verra bien, en tout cas... Je vais y aller à fond, et j'espère continuer à vous divertir, j'espère continuer à vous faire plaisir, c'est avant tout ça qui me guide, c'est avant tout ça qui me pousse, plus que le reste, c'est les interréactions, c'est vos commentaires, c'est vos réponses, c'est votre énergie, je la ressens presque, je la perçois à travers les commentaires, et encore une fois, je vous remercie pour ça. Bref, allez, j'arrête de vous embêter, c'est parti pour ce top série 2024, et ce top-là ne sera pas un top 10, ce sera un top 5. Les 5 séries dont je vais parler, elles méritent le coup d'œil, et on se retrouve dans les commentaires pour en discuter. En 5ème position, j'ai mis Shogun, la série la plus attendue de l'année, une série qui retrace l'histoire de la célèbre boîte de nuit du camping des Flots Bleus. Non, je déconne, Shogun c'est une série sur les samouraïs, une série que je n'ai pas spécialement kiffé. Et vous êtes en train de vous dire, mais attends, le mec, il nous met une série qu'il n'a pas kiffé dans un top série. C'est quoi son problème? Eh bien parce que je prends en compte les qualités objectives de cette série, des qualités qui me dépassent. Je n'ai pas apprécié Shogun parce que je n'aime pas les samouraïs, je n'aime pas tout ce qui tourne autour de l'univers médiéval. Attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je les trouve cool les samouraïs, j'ai adoré le dernier samouraï avec Tom Cruise, mais j'ai beaucoup de mal, en général, avec l'iconographie, l'imagerie médiévale, chevaleresque, enfin j'ai du mal avec tout en fait, tout ce qui tourne autour du passé, tout ce qui est antérieur aux années 90-80, j'ai beaucoup de mal.
Enfin, tout ce qui est antérieur aux années 60, j'ai beaucoup de mal parce que je suis pas spécialement un grand fan d'histoire. Enfin, ça m'a intéressé quand j'étais jeune, mais avec l'âge adulte, j'ai fini par me désintéresser de tout ça. Ce qui m'intéresse davantage, c'est le futur. Et j'avoue que j'ai beaucoup de mal à me mettre dans l'ambiance, dans le mood d'une série ou d'un film qui se déroule sur une période historique donnée. C'est très très rare quand j'y arrive. La seule fois où c'est arrivé dernièrement, c'est quand j'ai découvert la série The Terror, que j'ai adoré, j'ai surkiffé la première saison, la seule et unique pour moi, mais c'était encore autre chose. L'histoire se déroule en 1830, c'est dans le passé et tout ça, je sais, mais j'ai été comme happé, j'ai été sensible au charme de cette série. Mais c'est vraiment une exception. La plupart du temps, même quand les séries sont réussies, j'ai beaucoup de mal. Enfin, les séries réussies dans le passé. J'aime bien quand ça se déroule dans notre époque, dans notre temporalité. Je sais pas, c'est peut-être un réflexe psychologique. Je me sens pas à l'aise quand on n'est pas dans notre époque, dans notre monde. Allez comprendre. En tout cas, si je n'ai pas apprécié personnellement, je reconnais les qualités intrinsèques de cette production. Le jeu d'acteur, la photographie, les scènes de combat, l'histoire en elle-même, c'est captivant, c'est intéressant, c'est une série à voir. Et je vais pas vous mentir, je n'ai pas vu tous les épisodes, j'en ai maté que 3, péniblement, mais parce que ça ne me parle pas. C'est une excellente série qui a plu à tout le monde et à juste titre. Et vous me connaissez, enfin pour ceux qui ont l'habitude de me voir, je suis pas du genre à brosser dans le sens du poil. Quand il y a un film qui est unanimement adoré mais que j'ai détesté, je le dis, comme par exemple Oppenheimer, tout le monde a adoré, pourtant je maintiens le fait que c'est un des pires films jamais produits, c'est depuis l'histoire du cinéma, quoi. Mais concernant Shogun, eh bien là, je sais mettre une certaine forme de nuance, je reconnais que c'est super, je reconnais que c'est très bien géré, que c'est une très bonne série, mais ça ne me parle pas. Donc c'est pour ça, je vous la recommande, que vous soyez amoureux d'histoire ou non, que vous soyez amoureux des samouraïs ou pas, n'hésitez pas à la checker, n'hésitez pas à vous lancer dans cette série, au moins par curiosité, lancez le premier épisode pour voir, il y a de très fortes chances pour que ça vous plaise, pour que ça vous marque. En tout cas, moi, j'ai pas été spécialement happé. En fait, je pense que la seule raison, pour moi, la seule raison viable pour laquelle vous n'aimeriez pas cette série, eh bien, c'est une raison qui s'approche de la mienne, à savoir l'incapacité à se projeter dans une série, dans une fiction qui se déroule dans le passé. Il y en a, donc je pense que c'est le public qui n'a pas aimé Shogun, je pense que c'est vraiment que ce public-là, un public marginal de gens comme moi, mais la plupart des gens, la plupart des, des amoureux de série ou non, ils ont adoré Shogun, et à juste titre, parce que c'est une excellente série qui mérite d'être découverte ou redécouverte, et qui mérite bien évidemment d'être un peu plus mise en avant du côté des plus grandes séries de l'année 2024. En 4ème position, j'ai mis Le Pingouin. Grosse surprise de l'année, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bon, aussi correct, même si la série a quelques défauts. Personnellement, j'ai été déçu par le final, je m'attendais à un autre final, quelque chose d'un peu plus spectaculaire. Même si j'ai aimé le plan final, que je ne spoilerai pas, un plan final très simple, mais qui m'a réveillé en quelque sorte, qui m'a sorti un petit peu de ma léthargie, parce que vraiment, j'ai pas été spécialement emballé par le dernier tiers, le dernier acte, que j'ai trouvé un peu rushé, mais par contre, le reste, même si le début démarre en douceur, chose que j'aime en général, j'aime bien quand, c'est l'un ou l'autre, j'aime bien quand une série démarre, ou un film ou une série, j'aime bien quand ça démarre de façon brutale, quand ça démarre de façon choc, ou alors j'aime quand ça démarre de façon tranquille, posée, pour après nous emmener dans un tourbillon, nous embarquer dans un maelstrom d'action et de rebondissements. Là, pour le coup, ça démarre en douceur, et c'est pas plus mal. Et ce que j'ai aimé dans cette série, c'est le réalisme. Un réalisme vraiment palpable, et surtout, j'ai été séduit par le personnage d'Oswald Cobblepot, qui est pourtant à la base une ordure complète. Ce mec est une crevure, et c'est la crevure incarnée. Le mec est sans pitié, il n'a aucune morale, aucune fidélité, rien. Tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent, c'est le pouvoir, c'est sa mère également. C'est ça aussi qui m'a saoulé dans cette série, c'est le rapport qu'il a avec sa mère, parce que ça s'éternise un petit peu trop. Ça tourne beaucoup trop autour de l'histoire de la mère, tout ça, le rapport qu'elle a avec Oswald. Alors, c'est intéressant 2-3 fois, oui, on voit que Oswald s'intéresse à sa mère et tout, c'est bien, il prend soin d'elle, mais j'aurais aimé que la série s'oriente vers autre chose, quelque chose d'un peu plus, je sais pas, mais en tout cas, j'aurais aimé que juste la mère soit un peu plus en retrait et un peu moins en avant. Mention spéciale à la meuf, la Sophia, qui joue l'antagoniste de la série, une nana qu'on n'a pas vu venir, qui arrive timidement et qui finalement a presque volé le show à Colin Farrell, qui est génial. Beaucoup considèrent que Colin Farrell cabotine, moi je l'ai trouvé très bon, certains trouvaient qu'il exagérait dans ses déplacements, tout ça, moi j'ai trouvé ça génial. Et d'ailleurs, on peut noter l'intérêt du Pingouin, c'est que la production a quand même misé une série sur un personnage pareil, sur Colin Farrell qui a été complètement lady, avec son pied beau, tout ça. Ils ont osé faire une série sur un personnage aussi peu glamour. Et franchement, il fallait du courage, et ça, j'ai envie de noter la prise de risque de la part de, je sais plus qui a géré ça, la Warner, HBO, je sais plus, mais en gros, ouais, c'est, vous savez, le truc qui démarre là.
la boîte qui a produit The Wire, The Last of Us, Chernobyl, tout ça, bon bref. En tout cas, mention spéciale justement au fait que cette série est mise en avant un personnage aussi atypique que le pingouin, Oswald Cobblepot. D'ailleurs, je tiens à dire que le mec, pour revenir à The Batman, étant donné que c'est évidemment une série calquée sur l'univers de The Batman malheureusement film trop sous-coté à mes yeux. Alors le film a ses défauts bien sûr, mais ces défauts pour moi sont gommés par toutes ses qualités, des qualités qui sont pour moi essentiellement esthétiques. Pour moi c'est esthétiquement le film que Nolan aurait dû faire, c'est marrant parce qu'on est vraiment entre les deux quoi. Nolan, ses Batman, ils sont froids et aseptisés, mais ils ont un fond, on va dire assez, bon pour moi c'est un peu, ça a mal vieilli, mais ça reste, on va dire, il y a un fond en quelque sorte, alors que dans The Batman de Matt Reeves, il y a une esthétique, il y a une forme, mais il y a un fond qui est qui est pas ouf quoi. Fond qui ne s'encombre pas de notions d'intellectualisme, hein, ça c'est clair. Mais le truc que je trouve le plus bizarre dans The Batman, le truc que je trouve le plus con, c'est le personnage de Riddler, le méchant du film, qui, pour se venger des riches, pour se venger des puissants, fait péter toutes les digues qui ensevelissent les quartiers pauvres. Ok. En tout cas, la série a très bien rebondi sur l'héritage de The Batman, en montrant un Gotham ravagé par les eaux, le crime qui émerge des bas-fonds pour revenir foutre le bordel, et gérer plein de business, différents types de business qu'on n'aurait pas pu soupçonner dans le film. On découvre un autre univers, le lore, on va dire, s'élargit, et j'ai peur qu'on passe un petit peu à côté, étant donné que The Batman, le 2, la suite est programmée, elle était programmée à la base pour 2026, finalement le film sortira en 2027, c'est juste n'importe quoi. Enfin, The Batman 3, il va sortir quand? En 2123, il va avoir 300 ans, Robert Pattinson, c'est quoi le projet, quoi? En tout cas, ça me fait mal au cœur parce qu'on tenait une bonne licence, hein, je suis désolé pour les haters de The Batman, on tenait quelque chose, le film n'était pas parfait, mais je pense qu'on aurait pu, et ça se trouve, c'est ce qui va arriver, on va peut-être, découvrir un The Batman 2 bien meilleur que le premier, plus abouti, moins brouillon, gommé de tous les défauts présents dans le premier volet. La série The Penguin, la série a permis de maintenir la licence à flot, mais malheureusement, si The Batman 2 sort en 2027, ça va casser un peu, freiner cette dynamique. En tout cas, la série mérite le coup d'œil. Les quelques défauts présents au cours de certains épisodes sont complètement gommés par l'ambiance, par toutes les inventivités, les tentatives, les prises de risque prises par le réalisateur, les showrunners, tout ça. Donc, bonne série, prise de risque à noter, à soulever, à mettre en avant, et acting excellent bien sûr du côté de Colin Farrell, du côté de la meuf qui joue la sœur, du côté du beg que Cobblepot prend sous son aile, également mention spéciale à tous les autres personnages, notamment celui-là qui jouait, rappelez-vous, Steve dans l'excellent Dawn of the Dead de Zack Snyder. On le voit pas souvent cet acteur, on l'a pas vu beaucoup, mais il est là, il est toujours là, de temps en temps on le voit graviter dans certaines productions, en tout cas ça faisait chaud au cœur de le revoir, et The Penguin était pour moi une des bonnes surprises de l'année. Encore une fois, déçu par le final, pas spécialement emballé par le début, mais dès le deuxième épisode, je me suis laissé embarquer par le truc, je me suis laissé envoûter par l'ambiance et le charme, surtout de Colin Farrell, qui malgré sa dégueulasserie, malgré sa laideur morale, eh bien il arrive à être séduisant. Et mention spéciale au passage où il finit où il avoue la dinguerie qu'il a faite, face à un autre personnage, bon je ne spoile pas, juste avant l'accident, avant qu'il se fasse sauver, je ne dis rien, mais ce passage où le personnage en question qui est à côté de lui, qui est à ses côtés comprend que c'est un menteur, un traître, un félon, une ordure, tout ça, on a l'impression que sa tête va exploser de rage, de dégoût, tellement le poids du mensonge est fort, tellement le poids de la manipulation était juste colossal, enfin. Il y a quelques scènes qui sont vraiment inoubliables, et c'est pour ça que j'invite ceux et celles qui n'ont pas encore découvert The Penguin à au moins avoir la curiosité de checker les 3 premiers épisodes. Donnez-lui au moins cette chance. Au niveau esthétique, c'est nickel, c'est propre, et rien à redire. Au niveau action, pareil, des bonnes scènes d'action, on a affaire à on a quelques fusillades qui sont assez marquantes. Et c'était génial de redécouvrir le Colin Farrell de The Batman, qui je l'ai trouvé déjà génial dans le film, et c'était encore plus cool de le revoir là-dedans. On a pu voir également d'autres acteurs présents dans le film. Alors ils ont remplacé Falcon, je sais pas quoi, par un autre acteur. Dans The Batman, je sais plus qui c'était, mais pareil, c'est un mec qui était génial, qui joue super bien. Là, il a été remplacé par Mark Strong, et on peut revoir le commissaire, celui qui parle comme ça un peu, là, qu'on voit dans The Batman. C'est un petit kiff de le revoir. D'ailleurs, ce mec-là, on l'a vu dans Tchernobyl, le moustachu, là. Bon, ouais, je pars en roue libre, excusez-moi. Donc, The Penguin, Matela, c'est super. En 3ème position, et là je sais que je vais rentrer dans la contradiction la plus absolue, je vais revenir à une série historique, qui se déroule en plus dans une année que je déteste, enfin une période que j'exècre au plus haut point, les années 40. Il faut que je vous parle de la série Master of Airs, la 3ème série de l'univers, presque de l'univers étendu,
amorcée en 2000-2001 avec Band of Brothers. En 2001, on a eu la série Band of Brothers, une série qui se concentre sur le parachutage des soldats américains des GI en Normandie. On voit les mecs s'entraîner en camp d'entraînement, après ils sont télescopés dans le 14, et ensuite ils traversent toute la France pour arriver en Belgique puis en Allemagne. Série passionnante, ultra réaliste et qui n'a pas vieilli d'un iota. La série a passé les 20 ans et pourtant elle est toujours aussi clean, toujours aussi propre. Je crois que c'est une des premières, c'est ça qui est paradoxal, c'est que l'histoire se déroule dans les années 40, mais la série fait hyper moderne, on a l'impression qu'elle est sortie la semaine dernière, quoi. Vraiment, Band of Brothers de 2001, c'est une des productions les plus clean qui ait jamais été produite dans l'histoire. Et à la base, je suis pas spécialement fan de cet univers, tout ça, quoi. En 2010, on a eu The Pacific, une espèce de Band of Brothers qui se déroule dans le Pacifique, hein. J'ai pas spécialement été captivé ni séduit par The Pacific, j'avoue que j'ai décroché dès le premier épisode. J'avoue à l'époque ne pas avoir été spécialement envoûté par cette série par rapport à la première, par rapport à Band of Brothers, même si beaucoup considèrent The Pacific supérieur à Frères d'Armes. Faudrait que je lui redonne une chance. En tout cas, cette année, on a eu Master of Airs. L'histoire, c'est une équipe d'aviateurs qui bombarde l'Allemagne, tout ça. Et c'était génial, c'était passionnant. Le jeu d'acteur était fantastique. On retrouve Austin Butler, le nouveau Brad Pitt. Hein, c'est le mec, il est parfait. Il est partout. Et en plus, il joue toujours bien. Et ce qui est fantastique avec des gars comme Austin Butler, c'est que les gars sont beaux comme des dieux. Enfin, ce mec-là est beau comme un dieu. Et pourtant, on ressent en lui une certaine humilité. On ressent, enfin, ce mec-là a l'air sympa. Il dégage pas, on va dire, d'arrogance comme le gros de nos vedettes françaises. C'est pour moi vraiment le nouveau Brad Pitt. Le gars, il est aussi beau, aussi humble, aussi cool. Ce genre de gars, vous arrivez à tolérer et à accepter qu'il soit meilleur que vous sur absolument tous les plans. Au niveau physique, au niveau artistique, tout ça. Je peux pas être jaloux de ce mec tellement il est parfait, parce qu'il est tout simplement inatteignable, enfin son statut, son niveau est tellement inatteignable que pour moi on sort carrément du registre de l'humanité, quoi. C'est presque un demi-dieu, quoi, le gars. D'ailleurs c'est assez ironique, je vois ça un petit peu comme une passation de pouvoir, mais rappelez-vous, dans Once Upon a Time in Hollywood, Austin Butler se fait éclater la gueule, littéralement, au sens littéral, par Brad Pitt. À l'époque, Austin Butler en 2019, et c'était il y a pas si longtemps, c'était un total inconnu et maintenant c'est une superstar. En tout cas, c'est génial de le voir, hein. C'est un type qui, je pense, choisit très bien ses projets, tourne pas dans n'importe quoi, et c'était génial de le voir dans Master of Airs. À vrai dire, il a un peu volé la vedette à tout le monde, et c'était une série qui était captivante, intéressante, spectaculaire bien évidemment, ultra réaliste. Série que je vous recommande, que vous aimiez ou non tout ce qui tourne autour de la Seconde Guerre mondiale. Moi, je ne suis pas spécialement fan, encore une fois, je le dis, de cet univers. C'est trop dark, c'est trop sombre, c'est trop violent, c'est... Bon, voilà, j'aimais bien quand j'étais gamin parce que c'était de l'histoire, c'était intéressant, mais aujourd'hui j'ai décroché complètement. Cependant, pour les jeunes qui s'intéressent, ou les moins jeunes, qui s'intéressent à l'aviation, qui s'intéressent à la guerre, qui s'intéressent à comment ça se passait dans les bombardiers, dans les cockpits, comment les mecs ils manœuvraient leurs mitrailleuses quand ils étaient à plus de je sais pas combien de centaines, enfin de plusieurs kilomètres au-dessus des nuages, je sais pas quoi. C'est super intéressant, je recommande, et je trouve malheureusement que cette série est un peu trop sous-cotée, alors que pourtant elle mérite largement le coup d'œil. En deuxième position, grande surprise pour cette fin d'année, une surprise que je n'attendais pas, j'avais un petit peu peur, j'avais une petite appréhension. Squid Game saison 2, excellente, je considère même que la saison 2 est supérieure à la première. Vraiment, j'ai été marqué par Squid Game, je l'ai découvert il y a pas longtemps, hein, j'ai découvert début décembre, pour me préparer à la saison 2, et je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bon. Je pensais que c'était une ressaucée de Battle Royale mixée avec Hunger Games, en fait c'était bien plus que ça, et j'ai été vraiment bouleversé par le personnage principal, qu'au début, comme beaucoup d'entre vous, j'ai détesté. Mon dieu, je n'aimais pas ce loser, cette baltringue qui fait n'importe quoi, qui ne fait que des conneries, mauvais père, mauvais fils, bon à rien total, et finalement le gars se découvre une âme de survivant, et surtout de mec généreux. C'est ça qui m'a plu chez ce personnage. J'ai vraiment été sensibilisé par ce mec, et je m'identifie un petit peu par rapport à certains éléments chez lui, à savoir son côté loser, son côté raté. Je me reconnais très bien dans ce gars. Mais ce que j'ai aimé chez lui, enfin, je trouve ça inspirant, le fait que le gars traverse l'enfer et se renforce de par les événements. Et ce que j'ai adoré dans cette saison 2, c'est son cheminement, son évolution. Le mec n'a rien lâché, il veut se venger des responsables de Squid Game, il veut sauver les gens qui vont dans le jeu, et c'était touchant à mort quand le gars, il se rencarde, il se renseigne, il utilise tout son pognon qu'il a gagné pendant les épreuves pour retrouver les responsables, et il retourne dans le jeu, et j'étais scotché à mon siège quand il prend la parole au moment du 1, 2, 3 soleil pour prévenir les gens, pour leur dire surtout bougez pas sinon vous allez vous faire buter. C'était génial, c'était fantastique, acting excellent de la part de ce mec. Et d'ailleurs j'ai eu un début de larmes quand j'ai repensé à la scène, je l'ai revisualisé et j'ai foncé sur mon ordinateur pour revoir la scène, mais le passage, je spoil un peu, attention, je vais spoiler. Le temps que je montre ce petit personnage, ça veut dire que je spoil. Quand je l'enlève, j'arrête de spoiler. J'ai vraiment été, j'ai failli pleurer, j'ai failli repleurer quand j'ai revu la scène. Vraiment, je sais pas pourquoi, j'ai voulu relancer cette scène tellement je l'ai trouvée intense
est douloureuse du point de vue émotionnel, c'est le passage à la fin de la saison 1, quand il retourne chez sa mère et qu'il arrive trop tard. Il a le fric, il a l'argent, il peut la faire soigner, mais il arrive trop tard, il rentre chez elle et il voit sa mère morte dans son lit. Elle s'est laissée mourir, elle est une femme qui a travaillé toute sa vie, qui a passé sa vie à éduquer ses enfants, à faire du mieux qu'elle pouvait. Il rentre, après avoir donné un peu d'argent à une autre mère qui a perdu son fils, là il rentre chez sa mère pour l'aider, et il découvre son corps, mais cette scène est d'une puissance, d'une beauté, c'est une scène qui vous fait comprendre à quel point votre mère c'est précieux, tout ça, et cette scène est bouleversante, ouais, en crevé quoi, quand vous voyez l'acteur principal, je vais pas prononcer son nom parce que les noms style Bong Joon-ho, je sais pas quoi, j'arrive pas à prononcer, mais le voir devant sa mère dans cet état, c'était mais... En plus, il y a une certaine forme de poésie, la poésie typique, cette forme de poésie qu'on voit beaucoup dans les productions coréennes, japonaises, tout ça. Et cette scène m'a énormément marqué, et cette émotion n'a pas quitté, on va dire, l'âme de la série, n'a pas quitté l'âme de la saison 2. C'est bon, j'arrête de spoiler, je dépose le petit renne. Et voilà, vraiment, grosse surprise par rapport à la saison 2. J'avais peur que la série se prenne les pieds dans le tapis, cherche à fond à rentabiliser en ressortant les mêmes ressorts qu'on a déjà vus dans la saison 1, mais non, la série retombe sur ses pattes, retombe sur ses pieds, propose des nouvelles choses, pousse le truc encore plus loin en proposant, là je vais pas re-spoiler, mais je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à ce que ça prenne ce cheminement. Grosse surprise, acting excellent, nouveaux personnages, des personnages, en lien avec l'actualité, le trans, le mec de la crypto, tout ça, le rappeur vedette de TikTok ou je sais pas quoi. Il y a des tas de scènes, par exemple, petit passage, il y a tellement d'âme et tellement d'identité dans cette série. Comme par exemple, vous savez, quand les mecs ils doivent voter là pour oui, non, s'ils veulent continuer, genre le rappeur, à un moment il se ramène pour voter oui, et plutôt que d'appuyer avec sa main, il embrasse le bouton. Mais ça, ce genre de détail, c'est génial, moi c'est ce qui me faisait rester, quoi. Il y avait du fond, il y avait de la force. Enfin, Squid Game, pour moi, vraiment une des meilleures séries de l'année. Grosse surprise, et on attend avec impatience la troisième et dernière partie qui sortira pour 2025. J'ai hâte, on verra bien. J'ai confiance maintenant dans la réalisation, j'ai confiance dans ce qu'ils vont faire, et encore une fois, je reviens en personnage principal. On tient ici l'une des meilleures évolutions depuis Walter White, j'ai envie de dire, sans déconner, parce qu'on en a vu des personnages évoluer au cours des séries, hein. Et je salue le jeu d'acteur, je salue tous ceux qui sont derrière cette série. Vous avez fait un super boulot, et le succès est plus que mérité. Et enfin, pour terminer, en numéro 1 de cette liste, qu'est-ce que j'ai pu mettre, sachant qu'à la base, je voulais mettre Squid Game saison 2. Et bien même si j'ai adoré, même si j'ai préféré, même si j'ai passé un meilleur moment, j'ai envie de dire, devant cette série, plutôt que celle dont je vais parler, je dois la mettre quand même en premier, car c'est une série qui est pour moi d'utilité publique. Cette série que j'ai mis en number 1, c'était une grosse surprise, un truc qu'on n'attendait pas, et qui m'a profondément bouleversé. Mon petit renne. Vraiment, j'ai pas fait exprès quand j'ai sorti ça, quoi. Mais oui, c'est ça, quoi, c'est... Mon petit renne, la série Mon petit renne, c'était une merveille. Scénaristiquement, artistiquement, au niveau du jeu d'acteur, une série anglaise typique, car les Anglais sont pour moi les meilleurs absolument sur tous les plans, musique, série, film, tout ça, les Anglais nous surclassent tellement sur plein de sujets, sur plein de thèmes, presque tous en fait, sauf la bouffe quand même, faut pas déconner. Et en tout cas, Mon petit renne, gros choc, hein, série pour moi indispensable, une des plus importantes à montrer, le genre de série qu'on n'aurait jamais produit auparavant. C'est une série sur le harcèlement, sur le malheur, sur le mal-être, sur la solitude, sur la frustration sexuelle, émotionnelle, émotive, tout ça, c'est une merveille. L'histoire d'une femme qui a harcelé un gars qui lui avait tapé dans l'œil. Une série vraiment bouleversante, très triste. Je ne peux pas juger la femme qui a harcelé ce gars. J'imagine que pour lui, ça devait être un enfer, littéralement, mais je comprends, j'ai de la compassion, j'ai de l'empathie pour ce personnage qui... a dû malheureusement se taper une vie de souffrance, et même si je sais que ce qu'elle a fait n'est excusable en rien, compte tenu de je ne peux pas m'empêcher d'éprouver de la compassion pour ce perso, et c'est ça que j'ai aimé dans cette série, c'est que la série ne se contente pas, la série ne va pas juger stupidement, ne va pas dire « Oh, vous avez vu celle-là, cette tarée, là. » Non, la série va pousser en mettant en avant la souffrance de cette femme, qu'est-ce qui l'a poussé à harceler ce pauvre garçon, qu'est-ce qui l'a poussé à tomber dans cette détresse affective, mentale, sociale, tout ça, et cette série est un très beau reflet, de la société en général, et quand je dis société, je pense pas qu'à la société actuelle, beaucoup trop de gens pensent à tort que la société d'aujourd'hui est pire qu'avant, c'est tout le contraire, les gens étaient encore plus radicaux avant les gars, croyez pas, hein. Je le dis souvent, mais
L'histoire de l'humanité, quand vous zoomez, c'est c'est les châteaux forts, c'est Versailles, c'est les, je sais pas, les découvertes, machin, mais quand vous dézoomez, non, plutôt c'est l'inverse, quand vous dézoomez, c'est beau, mais quand vous zoomez, vous apercevez que l'histoire, c'est un film d'horreur. Et quand je parle de film d'horreur, je parle pas spécialement de tout ce qui tourne autour des famines, des guerres, des machins, je parle en termes de relations, en termes d'histoire humaine, en termes d'amour, en termes de violence, en termes de quotidien. Et à l'époque, enfin je veux dire avant aujourd'hui, les gens étaient tout aussi barbares, tout aussi violents, tout aussi haineux, tout aussi enfin c'est comment dire, c'était la violence et la souffrance faisaient partie, on va dire, intégrante de la vie quotidienne de la plupart des gens, et aujourd'hui ça s'améliore, c'est beaucoup mieux, c'est presque incomparable avec comment c'était il y a 30 ans. Et en partie, c'est les réseaux sociaux et Internet qui nous a sauvés. Je sais que la plupart des gens ne sont pas d'accord avec ce que je dis. Internet, vous vous rendez pas compte à quel point ça nous a sauvés. Ça a permis justement de mettre le doigt à grande échelle sur des problématiques qu'on n'aurait jamais pu soupçonner du point de vue sociétal, du point de vue personnel, du point de vue humain. Et ça aurait été impensable de produire Mon Petit Renne en 2010, en 2000, en 90, en 80, vous voyez ce que je veux dire? Et en tout cas, c'est de salubrité publique pour moi d'avoir réalisé une série comme Mon Petit Renne. Série très utile, très dure, qui fait pas spécialement du bien, une série douloureuse, vraiment douloureuse au niveau du cœur, au niveau de l'âme, au niveau de la santé morale, tout ce que vous voulez, mais c'est une série qui est indispensable pour pour réveiller chez certains la flamme de la compassion, de l'empathie, ce genre de choses. Cette série est à montrer aux gens qui seraient susceptibles de faire des harcèlements, enfin de participer à du harcèlement, à faire des saloperies aux autres, à leurs prochains. Série qui justement pointe du doigt ceux qui font basculer ceux qui n'ont rien demandé, ceux qui souffrent, ceux qui en prennent déjà plein la gueule. Voilà, série utile, série extrêmement bien jouée, acting exceptionnel, vraiment fantastique l'acting anglais, hein, bien sûr, hein, je vais pas revenir dessus, j'ai assez fait de louanges aux acteurs, aux artistes anglais, je vais pas vous saouler avec ça, mais voilà, je ne peux rien dire de plus à part foncer découvrir cette série à condition d'avoir un mental solide. Et si vous avez souffert de harcèlement, si vous avez souffert de tout ça, ne la regardez pas. Cette série n'est pas pour vous. Vous n'avez pas besoin de vous infliger une douleur supplémentaire, vous n'avez pas besoin de vous imposer de nouvelles bad vibes. Par contre, cette série devrait être montrée, on devrait forcer ceux qui ont harcelé, ceux qui veulent harceler, etc. On devrait les forcer à regarder cette série pour qu'ils aient, on va dire, une espèce de choc mental, pour qu'ils comprennent que ce qu'ils font, c'est dégueulasse, et il n'y a que justement en montrant la réalité qu'on pourra faire avancer l'humanité. Oh, c'est joli, ça rime. Bref, une série en tout cas qui fait avancer l'humanité à son petit niveau. Très heureux également d'avoir fait découvrir cette série quand je l'ai vue à sa sortie. En tout cas, je recommande chaudement Mon Petit Renne, pas à tout le monde, mais à certains. Et ce sera tout pour ce top, et je sais que certains auraient aimé que je mette Fallout, mais Fallout, avec le recul, j'ai pas spécialement apprécié, il y avait trop de trucs qui me dérangeaient, j'ai pas été spécialement convaincu, esthétiquement c'est très beau machin, mais j'ai pas aimé le final, j'ai pas aimé les personnages, j'ai pas aimé le cheminement que prenaient certains twists, j'ai pas aimé les relations de certains, enfin je pense que cette série, à la rigueur Fallout, on aurait dû simplement se contenter de montrer ces deux mecs-là, la meuf pour moi était presque de trop, et le final j'ai pas du tout apprécié, je sais pas ce que va donner la saison 2, mais je suis pas du tout partant. J'en parle vite fait parce que je sais que certains ont sûrement envie de connaître mon avis sur Fallout, mais voilà, j'ai pas été spécialement transcendé. Par contre, Mon Petit Renne, ça a été un gros point dans la gueule, et vraiment un point en mode point américain avec des clous, quoi. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous kiffez le format, n'hésitez pas à checker les autres vidéos de la chaîne. Voilà, dernière vidéo de 2024, ça me fait bizarre, on se retrouve en 2025. Je suis très heureux et très enthousiaste à l'idée de démarrer une nouvelle année, car il y aura des tas de choses à faire, des tas de choses à dire, et on retrouve dans les espaces commentaires et sur les lives pour en discuter. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, je vous souhaite une excellente année, plein de bisous, ciao.